Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir également aux auditeurs d'El Mauritania et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir au discours haineux suite à la publication récemment d'enregistrements et de tweets sur les réseaux sociaux incitant à la haine. Au sujet de la haine, justement, parmi les définitions de ce genre de comportement, nous avons choisi celle de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. Cette dernière définit le discours de haine comme étant un discours qui recouvre de nombreuses formes d'expression qui prônent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine, la violence ou la discrimination envers une personne ou un groupe d'individus pour diverses raisons. Il menace gravement la cohésion de la société démocratique, la protection des droits de l'homme, de l'état de droit. Si rien n'est fait pour y remédier, il peut déboucher sur des actes de violence et sur des conflits à plus grande échelle. En ce sens, le discours de la haine est une forme extrême d'intolérance qui alimente le crime de haine. Fin de citation. Dans le monde entier, nous assistons malheureusement au déferlement de la xénophobie, du racisme et de l'intolérance. Les débats publics utilisent une rhétorique incendiaire à des fins politiques pour stigmatiser et déshumaniser les minorités, les migrants, les réfugiés et toute personne qu'on dit autre. La haine prend ses quartiers sur la place publique au sein des démocraties comme des régimes autoritaires. Et chaque fois qu'une norme n'est plus respectée, ce sont tous les piliers de notre humanité commune qui vacillent. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Il s'agit de M. Fall Guissali, économiste, Maître Mohamed Oulardaf, avocat, et Mohamed, ou du moins Selmou Ould Salihi, journaliste. Et pour commencer, comment expliquer la montée un peu partout dans le monde du discours de la haine? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais saluer mes frères et collègues ici présents et vous remercier pour l'invitation. Et par rapport à votre question, qui est une question extrêmement importante, je voudrais dire que depuis quelques années, nous avons assisté à une mondialisation croissante des économies, une compétition farouche, la poussée de l'individualisme. Et dans ce contexte, effectivement, nous avons senti que ceux qui ne pouvaient pas certainement suivre un peu cette compétition n'avaient pas d'autres arguments que d'essayer de stigmatiser ou les étrangers ou les gens qui ont des privilèges, etc., etc. Ce qui fait qu'effectivement, de plus en plus, nous assistons dans ce monde où peut-être que les choses ne sont pas aussi bien partagées, nous assistons effectivement à une montée de la haine, du discours xénophobe. Et malheureusement, c'est un discours qu'il faut combattre parce qu'en fait, il contribue à déstabiliser le monde qui aurait pu être un monde où on vit extrêmement bien. Maître Mohamed. Moi, je crois que le phénomène de l'extrémisme et de l'exonophobie, c'est un phénomène qui prend un peu de l'ampleur sur le plan international. Parce que ce n'est pas une question exclusive pour telle ou telle société, puisque aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe à l'Ukraine aujourd'hui, surtout, ce qui fait que c'est un phénomène qui réinterpelle toute l'humanité, surtout la communauté internationale. Bien sûr, c'est un facteur, c'est un événement qui est contraire à toute idée centrale, c'est-à-dire à toute idée d'État, à toute idée d'égalité, de justice, de développement, d'harmonie, puisque c'est l'extrémisme, c'est contre l'État même, puisqu'il faut se rappeler sur ce plateau, en 2015, les événements de Bataclan
vous voyez que le président François Hollande n'a pas accepté à Le Pen d'assister à cette marche qui est contre l'extrémisme, parce que elle le prône l'extrémisme, puisque c'est l'extrémisme, ce n'est pas une position politique. C'est contre l'État, c'est une négation de l'État, et c'est pour cette raison qu'il faut une législation internationale et nationale contre ce fléau, qui est tellement dangereux sur même l'existence de l'État. C'est le mot. En fait, la haine a toujours été présente au niveau des sociétés humaines. C'est un sentiment qui est lié au manque de tolérance, à l'intolérance vis-à-vis de la contradiction, vis-à-vis de la différence. Mais seulement la haine est devenue beaucoup plus visible. Avec les réseaux sociaux, elle devient beaucoup plus visible, elle devient beaucoup plus nuisible, elle devient beaucoup plus virale. Parce que, à l'heure des réseaux sociaux, la rumeur prend le dessus sur l'information. Et la viralité prend le dessus sur la vérité. Et donc, ça devient dangereux. Il y a aussi la montée un peu des populistes. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la scène politique, les leaders d'opinion, n'importe qui peut se prévaloir de ce titre. Donc, et aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à n'importe qui de s'exprimer et de parler. Donc, de laisser libre cours à la haine raciale, à la haine ethnique, à la haine religieuse, aux différentes aussi formes de haine. Donc, parce qu'il n'y a pas tout simplement... mais c'est un phénomène qui est extrêmement grave, c'est un phénomène qui est dangereux, parce que la haine a été le moteur de guerre, elle a été à la cause de lynchage, elle a été la cause du ciblage de certaines communautés. Donc, c'est une arme qui commence par... au niveau verbal, et qui finit toujours dans le sang et dans des exactions et dans les dépassements et dans des habits et dans toutes sortes de choses qui sont horribles. C'est pour cela qu'il faut prendre garde, il faut être conscient des dangers qu'elle menace, il faut avoir des outils juridiques pour la prévenir et pour la réprimer. Il faut avoir aussi des politiques et des programmes sociaux pour la combattre, parce qu'il ne faut pas tout simplement se limiter à lutter contre la haine au niveau pénal. Il faut aussi lutter contre la haine à travers des programmes. Mais dans quel but, justement, les individus, mais également les groupes et les formations politiques ont-elles ou ont-ils recours à ce genre de discours dans une société démocratique, dans un État de droit? Pourquoi ont-ils... Généralement, quand ils sont à court d'arguments, c'est très facile d'utiliser l'arme du populisme pour mobiliser. Quand on n'a pas une vision pour son pays, une vision politique, une vision sociale, une vision économique, une vision diplomatique, une vision de développement, c'est très facile d'actionner sur certains piliers, sur certains leviers, le tribalisme, l'ethnicisme, le racialisme, l'hystérisation du débat, les petites formulettes 5 francs CFA, le fait de jouer au leader dans un clan. Donc, c'est justement, quand vous voyez la haine présente dans un discours politique, c'est en quelque sorte une certaine forme d'impuissance. Justement, c'est une certaine forme d'impuissance. C'est faute de pouvoir offrir mieux, on offre le plus facile. Voilà, en titillant des égos. Parfois, vous voyez un discours de la haine qui est basé sur la suprématie. Et vous voyez aussi un discours basé sur la haine qui se base aussi sur le sentiment le sentiment d'infériorité. Les deux fournissent des discours de haine. Et c'est pour cela qu'il faut être très vigilant. Les extrémistes de deux bords. Donc, est-ce que notre société est aujourd'hui à l'abri? Est-ce que oui? Est-ce que non? Qu'est-ce qu'il faut faire justement face à ces extrémistes? Allez-y. Moi, je pense que sur ce plan, je crois que il n'y a pas une société sans risque. Mais je pense que le pouvoir public, aussi bien que surtout en Mauritanie, a mis une batterie de mesures qui vont dans ce sens. Des mesures, bien sûr, en termes de loi. Je crois que le législateur mauritanien a pris des lois qui sont d'une grande rigueur et qui, s'ils sont appliqués, je crois qu'ils peuvent mettre à droite les autres sur le droit chemin.
Je pense encore que ce n'est pas aussi seulement la loi. Ces lois qui ont été décrétées par l'État n'ont pas été relayées par une campagne d'explication suffisante, aussi bien par les structures étatiques qui sont en charge que les partis politiques encore qui devaient, par exemple, le discours du président à Ouadan, qui a été un discours très révolutionnaire, n'a pas été relayé par les partis politiques, qui est resté un peu en dessous, sauf un ou deux partis qui ont fait un meeting ça et là. Et d'une façon générale, l'UPR qui a fait un grand meeting, mais les autres, il faut dire qu'ils devaient faire des meetings, mais ce n'est pas seulement les meetings, ils devaient organiser des tables rondes, des rencontres, faire des caravanes partout, parce que le discours du président était un discours qui, s'il avait été embrassé et développé, ça aurait dû être une façon de lutter contre ce genre de discours. Donc, aussi bien l'administration, puisque quand on dit que l'administration, encore ici, ça a été conçu dans le discours du président, les walis devaient faire des campagnes un peu partout, c'est comme ça. Dans chaque wilaya, le wali devait faire des réunions, des rencontres pour expliquer le caractère dangereux de ce discours, la symbiose prônée par le discours du président, l'utilité de vivre ensemble. C'est comme ça, c'est une éducation. Ça ne vient pas tout seul. Il faut faire, il faut essayer d'impulser un débat, générer un débat, essayer de faire croire aux autres et les faire croire encore que c'est ça. Il faut vivre ensemble. Il faut vaincre l'extrémisme par la cohésion, par la symbiose, par la mutualité, parce qu'on n'a que ce, et de cela, il faut distinguer, que les gens doivent distinguer entre le droit, le devoir et ce qui est sacro-saint, ce qui est, quand on a nos droits, on est associé à nos devoirs, mais il y a quelque chose qui nous appartient à tous, c'est l'État, c'est la religion, c'est des choses on ne peut pas se distinguer, on ne peut pas faire une divergence, c'est là-dessus, parce que c'est le substrat commun, c'est le commun. Si on a nos libertés, mais on doit encore protéger ce qui est commun entre nous. Et de là, on s'inscrit, moi je m'inscris dans un appel de devoir contre les gens qui essayent de toucher la religion, qui essayent de toucher l'État, l'unité nationale, puisque ça c'est le commun. Et il est de devoir de tous et de quiconque de combattre ces gens, des individus, parce qu'ils ne sont pas l'ennemi de X, ils sont l'ennemi de tous. Il n'y a pas qu'à Ouadan seulement, Fall, le président de la République, s'est également exprimé à Rosso lors d'une visite. Il a du moins exprimé son intention de renforcer le contrôle d'Internet pour lutter contre ce genre de discours haineux. En fait, oui, tout à fait, vous avez dit effectivement, est-ce que nous sommes à l'abri de ces considérations? Il faut dire que la Mauritanie n'est pas isolée du reste du monde. Oui. Et aujourd'hui, l'interdépendance entre les nations est une réalité. Aujourd'hui, avec les moyens de communication également, la vitesse avec laquelle donc l'information se propage est extrêmement rapide. Et comme vous le savez, les informations destructives se propagent plus vite que les informations constructives. Alors, est-ce que nous pouvons être à l'abri? Je pense que je dirais oui. Oui, à condition que des mesures d'accompagnement puissent être réellement prises. Comme vous l'avez dit, je pense que le discours du président, je vais même aller plus loin, dans son programme électoral, déjà, le président de la République a parlé de la cohésion sociale, a parlé de la lutte contre les injustices, a parlé de renforcement de l'unité nationale. Il est revenu à Rosso, effectivement, pour le dire, et à Ouadan. Et donc, de ce point de vue, les orientations sont très, très claires. Maintenant, comment faire, effectivement, pour que cela soit une réalité? Je pense que nous sommes quand même
un pays qui est à peu près de 4 à 5 millions d'habitants. Nous sommes un pays qui recèle un peu de composantes. Nous avons 4 composantes nationales, alors que nous avons des pays qui ont 40, 50 langues ou dialectes, etc. Nous sommes un pays pour lequel la cohésion sociale est une réalité aujourd'hui, parce que en réalité, nous avons l'appartenance culturelle, parce que nous sommes tous de la même culture. Nous avons l'appartenance à la religion et à la culture commune. Et donc, je pense qu'avec tous ces éléments, si les mesures d'accompagnement sont prises, notamment en termes de plus grande répartition de la richesse, en termes de lutte contre les injustices sociales, en termes d'éviter les frustrations, je pense qu'effectivement, nous serons à l'abri. Et de ce point de vue, il faut saluer le leadership du président de la République, Mohamed Cheikh Razouani, qui très tôt a compris effectivement que ce sont des questions essentielles, le renforcement international, et que le discours sur la haine, etc., le discours, disons, extrémiste, était un discours qui était un danger pour notre pays. C'est pourquoi je pense que le gouvernement a pris des mesures législatives et réglementaires. Et maintenant, il faudrait passer à l'application, parce que je pense qu'il faut être très ferme et il faut que la main de l'État soit très lourde. Isselmou, est-ce que les moyens de communication, mais également l'avènement des réseaux, les réseaux sociaux, ont une véritable part de responsabilité dans ce fléau? Oui. Oui, absolument. Parce que je vous avais dit que la haine raciale, la stigmatisation, l'injure, la calomnie, les fake news, elles existaient de toutes les façons. Il y avait des gens, des personnes extrêmes depuis la naissance de l'humanité. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont nés, mais ils sont devenus plus visibles parce que maintenant, n'importe qui peut publier sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur je ne sais pas quoi. Donc, ils deviennent seulement plus visibles. Et il faut faire avec. Mais il faut faire avec, à la fois sur le plan pénal, mais aussi sur le plan économique et sur le plan social, sur le plan politique, parce qu'il faudrait donner des opportunités aux jeunes, il faudrait donner des opportunités, il faut avoir des programmes aussi pour ceux qui se considèrent être justement au bord de la route ou à la touche, même si ce n'est pas une raison pour tenir un discours incendiaire et un discours stigmatisant, et surtout avec un accent généralisateur vis-à-vis de certaines communautés. Dans l'ensemble, le discours haineux restera. Il a beaucoup baissé d'intensité ces 2 dernières années, avouons-le. Il a beaucoup baissé d'intensité. Les exemples les plus récents, c'est le fameux vocal, donc ce n'est pas la peine de l'étaler ici. C'est l'exemple. Mais ils ont quand même beaucoup d'intensité en raison de l'action du gouvernement, l'action multiforme. D'abord, sur le plan législatif. Et ensuite, au niveau des programmes socio-économiques menés par le gouvernement, les politiques vis-à-vis des couches défavorisées, les politiques pour l'employabilité des jeunes, les messages forts qui sont venus dans le programme Ta'ahoudati, notamment le souci de construire une société où le Mauritanien sera fier de sa mauritanité, quel qu'il soit, et de dépasser toutes les considérations passéistes du passé, le fameux discours de Ouadan, qui est aussi intervenu après une incartade verbale célèbre. Donc, du coup, le discours a beaucoup baissé d'intensité, mais il demeure dangereux. Il demeure dangereux parce qu'un vocal, un tweet, ça peut mettre le feu aux poudres. Il devient de toute façon dangereux. Et, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y ait d'abord une veille pour le voir, et c'est qu'il y ait une réactivité par rapport à ça. Une réactivité sur tous les plans, d'abord comprendre pourquoi cela, et ensuite prendre les dispositions qui s'imposent. Donc on est devant la problématique de l'équilibre à trouver entre, d'une part, la liberté d'opinion et l'interdiction ou l'incitation de personnes. Oui. Il faudrait qu'on soit clair sur ce problème d'opinion, ce problème de liberté d'expression. La liberté d'expression et la liberté d'opinion sont garanties par la Constitution. D'accord. Mais la liberté d'exercice de la profession médiatique. Mais ce n'est pas toute expression. Ce n'est pas toute expression qui a une opinion. Il y a des expressions qui sont des délits, qui sont des infractions. Je sais. Dans ces conditions-là... Comment s'y prendre, justement? Justement, il faudrait garantir la liberté d'expression, garantir la liberté de la presse, garantir la pluralité des médias,
dans les règles de l'art, où les gens s'expriment, où les gens critiquent l'action de gouvernement, où les gens demandent mieux, où les gens expriment leur désapprobation vis-à-vis des politiques publiques ou vis-à-vis des opinions personnelles, mais dans le respect de la dignité humaine, sans calomnie, sans injure, sans propos diffamatoires, sans propos blessants, et sans aussi contre-vérité. Donc exactement comme ça se passe un peu dans des sociétés qui nous ont un peu dépassés, notamment en Europe, et même ici en Afrique, nous avons des pays voisins qui sont des modèles en la matière. Donc il ne s'agit pas là d'instaurer, de demander à ce qu'il y ait une censure. C'est impossible de censurer le web. Le web, il est impossible de le censurer, mais il est possible de prendre des dispositions par rapport à ce qui... Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui va se publier sur le web. Il y a tellement d'individus qui évoluent en électrons libres. Il y a tellement de faux profils numériques, il y a tellement de trolls, il y a tellement de faux sur le web que c'est impossible à contrôler. On peut juste constater les dégâts et prendre les mesures. Quel rôle, justement, les instances de régulation peuvent-elles jouer dans ce cadre? En fait, moi je vais dire que la règle, c'est la cohabitation pacifique, harmonieuse, complémentaire entre les différents citoyens ou les différentes composantes de notre pays. Ça, c'est la règle. Depuis la nuit des temps, et pour mémoire, je voudrais un peu rappeler l'audio du doyen Waïga Abdoulaye qui a parlé des alliances, des brassages culturels, etc., entre toutes les communautés. Donc ça, c'est la règle. Maintenant, avec la mondialisation, avec le stress, etc., il y a des exceptions. Comme l'a dit Salehi, je pense que ce sont des questions sur lesquelles l'État doit intervenir très rapidement. Peut-être que c'est des malades, des détraqués, peut-être que c'est des frustrés, mais c'est souvent des actes isolés qui ont fait l'objet d'une large réprobation. Donc, ce qui m'amène à dire que notre société a encore, disons, des anticorps par rapport à ce genre de discours. Maintenant, il faut être vigilant, parce que, en fait, le diable est dans les détails et Satan est toujours là en train de chercher un peu à déstabiliser les sociétés où il y a la cohésion. L'État doit être très fort et de ce point de vue, je pense que dernièrement, on a essayé un peu de trouver la solution par la jurisprudence ou par le droit ou par la réglementation. Maintenant, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, il faut vraiment tirer dans l'œuf toutes les tentatives et ne pas faire comment on appelle ça, faire des roues. Parce qu'en fait, si quelqu'un se permet d'insulter la République ou d'insulter des communautés et qu'après rien ne se passe, il devient un héros pour certains qui étaient là, tapés à l'ombre, etc., et qui vont être encouragés. Donc je pense que l'État doit être très fort. Il y a une réglementation aujourd'hui qui existe. Il faut l'appliquer avec la force de la loi et la rigueur. Que prévoit justement la législation mauritanienne dans ce cas? Allez-y si vous voulez ajouter quelque chose. D'accord, moi je pense que pour remédier à cela, en ajoutant ce que le doyen vient de dire, je crois qu'il y a des efforts qui doivent être observés au niveau de l'État, au niveau de la société et au niveau de l'individu. C'est-à-dire, chacun doit... Ça part de responsabilité. Ça part de responsabilité. L'État, certainement, il a mis une série de batteries de normes, mais je crois que ce qui manque, c'est l'efficacité, c'est l'applicabilité. Parce qu'une loi ne suffise, il faut l'application. Puisque c'est l'application de la loi qui fait l'éducation de l'objet, du sujet. Par exemple, si on n'applique pas la loi, comme le doyen vient de dire, les gens se croyaient comme des héros. Et que c'est une éducation, parce qu'il y a la loi, ce n'est pas la sanction. Il y a encore l'éducation, la partie éducative. Si on l'applique, mais si on ne l'applique pas, peut-être que les dires ou les autres vont prendre place. Ce qui fait défaut. Je pense que l'État, avec cette législation, doit veiller au grain, doit appliquer. Deuxièmement, l'État a fait des efforts, a fait une politique qui, dans le moyen, le court terme, le long terme, essayait de juguler les causes de cette disparité travaillée par les autres, par un discours démagogique, parce que la politique, c'est différent avec la démagogie.
La politique, c'est les objectifs sains. C'est une stratégie qui vise des objectifs sains, alors que la démagogie, c'est jouer sur les sentiments peut-être. Ce n'est pas sur les intérêts ni les droits des autres. Donc, jouer sur les sentiments, c'est ce qui est actuellement aujourd'hui. C'est jouer sur les sentiments, et c'est extrêmement dangereux. Mais c'est à l'absence de l'applicabilité de la loi. Deuxièmement, ce que l'État a fait comme des mesures, en direction, comme disait Selma, en direction des gens qui demain peuvent être utilisés par ces vendeurs ces vendeurs d'illusions. Et voilà, ils doivent être, ces politiques organisées par l'État ne doivent pas être déviées de leur but. On doit encore essayer de voir, appliquer rigoureusement ces objectifs, ces politiques. Celui qui les entrave, il est contre le projet, d'une façon générale, de la société, et le projet de cette république que nous, vous et nous et les autres, sommes en train de confectionner et d'asseoir pour nous et pour les générations futures. Donc, celui quiconque qui sera va entraver ce projet de société qui est là, qu'on le voit visible dans les préoccupations du gouvernement, les directives du président, les gens qui constituent l'entrave doivent être sanctionnés. Deuxièmement, au niveau de la société, encore, je crois que la société doit faire un effort, doit se débarrasser des diatribes éhontées, des structures sociétales archaïques. La société doit évoluer, se débarrasser du tribalisme, du régionalisme, des idées qui sont contre l'État, qui sont contre l'État-nation. Il faut que les gens, encore, la société évolue vers l'État-nation et essayer d'en découdre avec les structures archaïques traditionnelles. L'individu, encore lui, il doit être éveillé. Il doit être éveillé par rapport au discours haineux, par rapport au discours qui, par exemple, vous êtes un citoyen, vous êtes à côté de vous, moi on va parler vrai un peu, vous êtes à côté de vous, le gouvernement il a fait une boutique, par exemple, les gens qui prennent les rations quotidiennes. Ils ont fait la carte l'assurance maladie. L'assurance maladie. Oui. Ça, c'est des efforts. Toi, l'individu, tu dois faire un effort. Si quelqu'un vient, il te dit, l'État n'a pas fait, voilà, moi l'État, il m'a fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, il faut que l'individu, ça encore, c'est le rôle. Il faut le mettre devant ses responsabilités. Voilà, il faut le mettre devant ses responsabilités. Et ça les gens doivent. Même si l'État, ce qu'il a fait, ne donne pas satisfaction entièrement à l'individu, il a quand même fait un premier pas. Ah ouais, Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors que vous êtes là, comme un certain qui a dit, vous êtes parti, vous avez trouvé des gros financements, vous êtes Saha, mais qu'est-ce que vous avez fait pour nous? C'est tout, c'est tout. Voilà. Okay, donc, oui, allez-y, puisque je lui avais posé une question relative justement à ce que prévoit la législation mauritanienne dans ce... Voilà, pour terminer, pour dire, moi je crois que la législation mauritanienne... Il n'a pas répondu là. Non, il était en train de répondre suite à... La législation, j'ai un peu répondu, puisque j'ai dit que la législation est rigoureuse. Il faut que ça tourne, que ce soit une émission interactive. C'est une législation qui est tellement rigoureuse, donc inutile de dire si tel individu fait ça, il sera sanctionné. Oui. Mais quand même, la philosophie politique, c'est une sanction, c'est une législation rigoureuse. Mais pour éventuellement protéger la société des discours haineux, parce qu'il n'est plus admis, et que nous, on le demande, comme mes collègues viennent de dire, de ce plateau,
On demande purement et simplement l'application systématique de la loi, parce que ça, c'est nous tous. Nous sommes dans le même bateau. Donc, allez-y, écoutez, le discours haineux, ce n'est pas simplement la lutte pénale. Il faut se poser des questions. Pourquoi il y a discours haineux? Il y a discours haineux parce qu'il y a médiocrité d'une classe politique. Il y a médiocrité d'une classe médiatique. Parce que le discours politique est devenu trop terre à terre. À telle enseigne qu'on se réfugie maintenant dans la tribu, qu'on se réfugie dans l'ethnie, qu'on se réfugie dans des petites considérations à dessous, et qu'on n'a plus ce qu'on appelle le discours national, qu'on n'a plus le discours démocrate, qui accepte l'autre, qui accepte la différence. Quand on se replie dans des discours identitaires ou dans des discours extrémistes religieux, cela veut dire que, voilà, on est en porte-à-faux quelque part par rapport à l'idée de la République, l'égalité de la citoyenne, la force des institutions, l'alternance, la redevabilité, l'obligation de rendre compte, la transparence, l'indépendance de la justice. Tout ça, ce sont des verrous qui renforcent le sentiment de citoyenneté. C'est ce sentiment de citoyenneté qui va faire dissoudre les particularismes, le communautarisme, qui va rehausser le niveau du débat politique. Parce que quand on assiste parfois, je vous dis, ça fait 2 années, les choses ont énormément changé. Au niveau de la maturité, il y a même une baisse d'intensité des discours incendiaires, mais les discours étaient trop marqués, en tout cas ils restent trop marqués au niveau des réseaux sociaux par une certaine hystérisation. On dirait qu'on ne peut pas discuter calmement. On dirait qu'on ne peut pas supporter le droit d'autrui à la différence. On dirait qu'il y a une charge émotionnelle et une charge violente dans les discours. Et ça se répète. Quand on le constate à un certain niveau d'âge, une certaine tranche d'âge, c'est tout à fait normal qu'on le constate chez les adolescents, chez les moins jeunes. Maintenant, ce qui est important, c'est de lutter avec une vie d'ensemble et avec des outils de pilotage qui sont efficaces. La lutte pénale en est un, parce que voilà, vis-à-vis des infractions, parce que les infractions, ce n'est pas seulement briser la porte d'une boutique ou sauter chez des gens pour prendre quelque chose ou racler les deniers publics. Les délits aussi, c'est insulter les gens, c'est les calomnier, c'est porter atteinte à leur dignité, c'est écrire des mensonges les concernant. Ça aussi, c'est une infraction. Donc la lutte pénale est importante, mais aussi les programmes qui vont rehausser la société mauritanienne dans son ensemble, qui vont rehausser le niveau du débat politique, le niveau des idées, c'est créer une nouvelle élite mauritanienne qui est débarrassée des petites considérations à dessous, de considérations de l'Vergan et de l'Ukhiam, de la case et du village, et aussi de l'applaudissement aveugle à tout régime qui vient. Voilà. C'est des gens qu'on voit, ils ont été avec tous les régimes. Et voilà, donc, quand aussi, il faudrait travailler sur ça. Ça demande un travail de longue haleine, ça demande à ce qu'une élite vienne, ça demande à ce qu'on crée un discours, qu'on donne des éléments aux jeunes, qu'on donne des éléments aux gens, et les choses évolueront. Mais avec aussi, pas seulement avec la lutte pénale, et ça je le répète, parce qu'il faudrait avoir des programmes, il faudrait avoir des visions, il faudrait avoir des idées, il faudrait créer des concepts nouveaux, il faudrait chercher ce qui réunit les gens. Et là, je veux souligner une chose. Les discours haineux ne viennent pas d'une seule communauté. Il vient de partout. Il vient de tous les niveaux. Il vient même, parfois même, de certains individus qui ont fait des grandes écoles et qui, en principe, ne devraient pas tenir ce genre de discours. Et les discours haineux, ils ciblent tout le monde. Ils touchent aussi toutes les communautés. Et toutes les communautés aujourd'hui en souffrent. Pourquoi? Est-ce qu'on a essayé de savoir un peu ce qui a fait agir ces personnes de cette façon? Est-ce qu'ils ont trouvé la justice, ils ont trouvé l'équité, ils ont trouvé tout ce qu'il faut, tout ce qu'un État peut garantir à ses concitoyens? Moi, je vais rebondir par rapport un peu à l'intervention de Issemou pour dire effectivement que c'est un discours qui est extrêmement vicieux et dangereux et que nous avons intérêt à ne pas le banaliser. Parce que je vais revenir sur votre question, mais je voudrais juste mettre l'accent sur un certain nombre de comportements qui sont spécifiques à la société mauritanienne. Comme il a dit, malheureusement, le niveau du débat est terre à terre. Le débat est trop bas. Aujourd'hui, il y a ce phénomène qui s'appelle WhatsApp, et on y balance n'importe quoi.
et nous tous, à tous les niveaux, nous le relayons et nous balançons sur les réseaux, alors que le premier réflexe, c'est d'abord de s'assurer de l'information. Est-ce que cette information est crédible ou n'est pas crédible? Est-ce que cette information porte atteinte à l'unité nationale, à la stabilisation du pays ou non? Parce que nous avons le devoir l'obligation de ne pas relayer une information qui peut amener la fitna. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le sensationnel. Voilà. Les gens balancent, et ça balance, et ça va dans une vitesse extraordinaire. Et après, les gens sont stressés, après, les gens sont sur le qui-vive, on se méfie des uns et des autres, etc. Or, pour revenir au départ, je vais dire que le projet de société que nous a soumis le président de la République, Mohamed Cheikh Ould est un projet de société extraordinaire qui vise le citoyen mauritanien dans sa karama, sa crédibilité, son respect, l'élévation de son niveau de vie, la lutte contre les injustices sociales, l'école républicaine, l'élévation du niveau de vie des populations, l'émergence économique. Ce projet, les intellectuels doivent le porter, les partis politiques doivent le porter, en tout cas ceux qui adhèrent à ce projet. Est-ce qu'ils l'ont porté, justement? Justement, c'est ça, la question est là. Nous, au niveau de l'UPR, parce que il y en a qui le portent quand même. Moi, je suis le secrétaire général de l'UPR. Je sais qu'au niveau de l'UPR, nous avons fait plusieurs ateliers. Ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Nous avons discuté des questions qui ont été taboues jusqu'à présent sur l'unité nationale, la lutte contre les secrets de l'esclavage. Nous avons fait un grand meeting ici sur l'INSAV. Et le programme de 2022 est un programme qui va viser toutes les structures pour discuter justement de ce discours historique qui aujourd'hui, s'il est compris et s'il est intériorisé, va permettre effectivement aux différentes composantes de ce pays de vivre un peu dans la cohésion, sachant que l'État va venir effectivement en aide à ceux qui sont les plus démunis à travers ce qu'il fait déjà, à travers la carte d'indigence, à travers la sécurité sociale gratuite pour certaines composantes, à travers l'école républicaine. J'espère que les internats vont voir le jour bientôt. Oui. J'espère qu'on va décloisonner les communautés, etc., etc. Donc, tout ça mis en œuvre va nous permettre d'élever le niveau et puis de laisser les préoccupations terre à terre. Parce qu'en fait, les gens se braquent quand ils ont l'impression qu'ils sont exclus ou qu'ils vont perdre ou qu'ils n'auront pas. Or, le projet de société que nous présente le président est un projet de société gagnant-gagnant. Quand il est mis en œuvre, tout le monde est gagnant. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que nous avons tous intérêt à nous y investir, d'autant plus que nous sommes entourés par une ceinture de feu, par une incertitude au niveau régional, au niveau continental, avec la guerre de l'Ukraine, ou avec ses conséquences sur l'importation des produits alimentaires. Au moment où nous avons la vallée, nous avons l'eau, nous avons le fleuve, nous avons des ressources humaines, beaucoup de diplômés chômeurs. Donc nous avons intérêt à aller à l'essentiel et le rôle des partis politiques et le rôle des intellectuels est déterminant. Il faudrait qu'ils mouillent la culotte, le maillot. Il faut qu'ils descendent sur le terrain, il faut qu'il y ait une campagne d'explication, il faut que contre le discours extrémiste qui, de mon point de vue, est le discours d'une minorité ou des gens qui sont malades ou des gens qui ne sont pas équilibrés, qu'il faut qu'il y ait une vaste campagne nationale des intellectuels, des forces vives, de la jeunesse, des femmes, pour qu'effectivement ces gens-là puissent se taire ou en tout cas puissent se cacher, parce qu'en fait, il est inadmissible que les plus incompétents, les plus ignorants, les plus extrémistes puissent faire la loi dans les salons, etc. Ou faire l'opinion. Il n'y a pas seulement que les formations politiques, il y a également la société civile, il y a les leaders religieux. Fallou Bissali a parlé pour l'IPR. Est-ce que les autres formations, elles, aillent au terrain pour faire face à ce genre de fléau? Est-ce que la société civile, elle également a joué Je préfère que Maître parle maintenant. Allez-y. D'accord. Moi, je pense que certainement, comme j'ai dit, il y a le rôle de l'État, mais il y a encore le rôle de la société civile. Aussi bien les structures étatiques, parce qu'il y a le commissariat des droits de l'homme, il y a la commission des droits de l'homme, ça c'est des structures étatiques, une structure indépendante, une structure qui est étatique, et qui doivent essayer de faire des caravanes. C'est-à-dire, je suis sûr encore qu'ils ont fait, et je crois qu'ils ont fait une sortie, ça et là, pourquoi, mais je crois qu'on demande plus. Quant aux partis politiques, l'organisation de société civile, je pense qu'ils sont
ils sont restés cloisonnés dans leur fief. Parce qu'en parti politique, il n'y a pas que le parti au pouvoir. Si le parti au pouvoir a fait une campagne, a fait des tables rondes, les autres partis encore devaient faire ça. Devaient sillonner les pays, expliquer. Parce que ça, ces discours, ça, ce n'est pas le parti au pouvoir qui est concerné, ça, c'est l'État mauritanien. C'est la société. C'est la société. Donc, il faut qu'eux, ils partent, il faut des campagnes. Et ce que nous, on n'a pas vu, les gens de l'opposition. Ça, ce n'est pas pour jeter des fleurs pour les gens du pouvoir, mais encore, les gens, on n'a pas vu les gens de l'opposition, les autres partis qui devaient, ça et là, faire des sensibilisations, des caravanes, et faire des tables rondes pour expliquer. Le discours du président, par exemple, le discours du président. Ouais. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les ONG de la société civile encore, qui ils ont fait, ils font une campagne sur le Covid, mais ils doivent encore faire une campagne sur ça. Et ça, ce sont des structures étatiques, la société, le commissariat et la Commission nationale des droits de l'homme. Les partis, comme je vous ai dit, ils doivent encore faire de ça leur programme politique, essayer de cultiver leurs adhérents, plus ou moins. S'ils ne peuvent pas faire, ils font des meetings pour les adhérents, pour la formation pour leurs adhérents, des meetings pour les autres. C'est un peu une participation, parce que c'est une question nationale. Aujourd'hui, comme les doyens viennent de le dire, le problème, c'est que le problème, c'est pas ici, c'est pas interne. Le problème, ça va venir de l'extérieur. Et il faut dire que nous, aujourd'hui, l'État, c'est la richesse. C'est la richesse de l'État qui peut être un facteur de déstabilisation. Il faut voir autour de nous. Nous, on a notre gaz. Ce n'est pas avec les militaires, les fusils et les marins qu'on va protéger ça. Seulement, il faut les protéger par un citoyen éveillé, une symbiose, une cohésion nationale. C'est ça qui fait protéger la richesse. Ce n'est pas les militaires. Parce qu'il faut regarder dans les autres pays. Donc c'est la cohésion nationale qui fait protéger la richesse. Il faut garantir d'abord la cohésion nationale et la En fait, pendant qu'on parle du discours haineux, il faut quand même souligner une chose. C'est les 100 partis politiques, ou plus que 100 d'ailleurs, et c'est les milliers d'ONG, d'associations, rares ou pratiquement, ça se compte sur les bouts du doigt, ceux ou celles parmi eux qui tiennent un discours haineux, ouvertement, dans leurs déclarations, c'est rare. Mais nous sommes en tournant. Nous sommes en tournant, il faut le connaître. Il y a de nouvelles forces qui sont en train d'émerger, à la fois sur le plan social et sur le plan politique. Les contours sont en train de se dessiner, on ne sait pas les formes qu'elles prendront. Il y a une alternance historique et générationnelle. C'est Sunnat al-Hayat, comme on dit. Et ça se passe au niveau des médias, par exemple. Au niveau des médias, le changement est devenu brusque. Des médias classiques, des médias traditionnels, des télévisions privées, le public, tout ça. Il y a aujourd'hui de la concurrence, parce qu'il y a des télés sur le web. Il y a des lives aujourd'hui qui font en matière d'audimat, ce qu'aucune chaîne ici ne fait, ce qu'aucun académicien ne fait, s'il fait une conférence ou s'il donne. Donc il y a des forces émergentes avec lesquelles il faut traiter, qu'il faut écouter, qu'il faut mettre à contribution. Parce que c'est ça la règle de la vie, c'est la régénérescence, c'est le sang neuf qui vient toujours. Mais aussi c'est très important à ce que le pilotage politique prenne en considération tout ça. C'est très important qu'il prenne en considération qu'il y a des forces montantes, il y a des forces émergentes, il y a des aspirations nouvelles, il y a une nouvelle demande, il y a une nouvelle génération qui émerge, il y a de nouvelles aspirations, il y a de nouveaux besoins, il y a de nouveaux défis, il y a de nouveaux enjeux. Il faut réfléchir à tout ça en matière de prospective et en matière d'action. Et quelle forme de contribution justement ces médias, publics ou privés, peuvent-elles apporter pour justement faire face à ce... Je peux lui dire un mot parce qu'il parle des médias. S'il parle de politique, je suis étonné de vous voir. En fait, les médias publics et les médias privés, ils jouent bien leur rôle. Ils jouent
très bien leur rôle. Ils n'ouvrent pas leur colonne ni leur plateau au discours haineux. Sur ce plan, franchement, chapeau, sur ce plan. Mais aussi, ils devraient aussi faire des émissions pour déconstruire le discours haineux. Parce que la stratégie du gouvernement a été toujours de construire le discours extrémiste. On l'a fait pour les discours extrémistes religieux, la déconstruction des fameux concepts du djihad, la gouvernance en islam, le statut des non-musulmans en terre d'islam, ça a été fait. Ça aussi, ça peut se faire, parce que nous, notre mission aujourd'hui aurait dû être de répondre au discours haineux, de répondre aux concepts véhiculés par le discours haineux. Est-ce qu'il y a discrimination institutionnelle? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont ciblés? Est-ce qu'il y a des marchés d'esclaves? On devrait discuter de toutes ces questions-là. Est-ce que nous sommes dans un État failli ou non? Est-ce que c'est une république bananière? Parce que c'est sur ça que le discours haineux se fonde, et à tort d'ailleurs. Parce que nous, dans toute notre histoire, l'unique grande crise dont on se rappelle, c'est la crise de 89. Après ça, nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, dans un îlot de stabilité et dans un îlot de développement perpétuel. En tout cas, on ne recule pas, on avance. Et vous savez, partout il y a eu des conflits, partout il y a eu des pogroms, des exactions, des tensions intercommunautaires. Et nous, on était restés épargnés 30 ans et on est à la veille d'avoir des ressources de la manne pétrolière et gazière. Donc, ça veut dire que l'avenir est prometteur. Et surtout avec les chantiers qui sont en cours, l'école républicaine, le développement infrastructurel, l'accent sur la cohésion sociale, l'attention pour des couches défavorisées et marginalisées, la généralisation de l'assurance maladie, le cash transfert, le registre social. Bref, l'attention à toutes les couches, l'attention aussi pour l'enseignement supérieur, pour la recherche scientifique, une diplomatie apaisée, une diplomatie mature. Tout ça, ça te donne de l'espoir pour l'avenir, pour le présent et pour l'avenir du pays. Mais en même temps, tu as sur les réseaux sociaux, voilà, donc ces incertitudes qui sont charriées, ces informations, ces fake news qui font de la boucle, voilà. Donc, il faut avoir une stratégie vis-à-vis de tout ça. Moi, je souhaite, par exemple, qu'au niveau des médias, chaque jour, on analyse les tweets qui ont eu le plus de likes, les lives qui ont eu le plus de suivi, qu'on analyse leur contenu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Il faut prendre des dispositions. Est-ce que c'est faux? Il faut poursuivre les auteurs. Donc, je m'excuse, il fallait parler des médias. D'accord. C'était extrêmement important. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans notre pays, nous ne bâtissons pas à partir de rien. Aujourd'hui, il y a des centaines d'années de cohabitation des communautés qui se sont épaulées, qui ont fait des brassages, des alliances, qui ont affronté ensemble le colonisateur, etc., etc. De mon point de vue, nous sommes dans une période extrêmement favorable parce que c'est une période où il y a la rencontre d'un leadership vertueux, parce que moi je reviens toujours sur le programme Tahoudati. Le président de la République dit effectivement, je vais tout faire pour que toutes les injustices, parce qu'il y en a eu, parce que ça fait partie de la vie des hommes. Oui, c'est normal. Tout à fait. On n'est pas parfait, qu'elles soient réparées. Qu'on lutte contre les inégalités, qu'on restaure la dignité du Mauritanien et du citoyen, etc., etc. Qu'on modernise l'administration, que les communautés apprennent à vivre ensemble. Donc il faudrait que sur cette base, qu'il y ait des lignes rouges, que l'opposition, la majorité, la société civile, nous soyons tous d'accord que ces lignes rouges sont des lignes qu'il ne faut pas dépasser. Et parmi ces lignes rouges, le discours haineux, parce que c'est un discours extrêmement dangereux qui peut mettre en néant une nation prospère. Absolument. Face à cet avenir radieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que notre diversité culturelle peut être considérée comme étant une bénédiction ou une malédiction? Notre diversité culturelle, c'est justement notre force principale. Et elle se traduit à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui un groupe. Rares sont les groupes, le groupe ethnique qui n'a pas eu à avoir un métissage à un quelconque niveau. Il n'y en a pas. Donc, au niveau de ce qu'on appelle le groupe arabe, l'influence africaine est très visible sur tous les plans, sur la musique, sur l'accoutrement, sur la gastronomie,
c'est même des patronymes et des noms de glorification, parce qu'il y a tellement d'Arabes qui ont le nom de glorification Fall, sans être des cousins à Fali Bissali, quoi. Il y a tellement de Diko, voilà. Il y a tellement de Sibé, il y a tellement d'Arkité, il y a tellement de Djeng, donc qui sont arabes. Donc, en fait, les populations elles-mêmes n'ont pas de problème entre elles. Il n'y a pas un problème de cohabitation avec une ligne de démarcation. Quand on sort dans la rue, on voit des enfants jouer au football, s'amuser. On voit beaucoup toi, par exemple, qui parles très bien l'une des langues nationales les plus parlées de Poudar, moi aussi comme toi, parce que j'ai grandi à Oudinji. Il n'y a pas de problème de cohabitation, il n'y a pas de problème entre les communautés. Il y a un problème entre les politiques. Il y a un problème entre certains influenceurs. Mais, c'est vrai aussi, il y a un passif. Il y a les résultats des gestions du passé, il y a les conséquences des crises passées. Je parle tout de suite de la crise de 89, qui est une crise douloureuse, et ses conséquences après. Donc, qu'il faut traiter. Il y a aussi le souci à ce que chacun se voit dans son pays, chacun soit fier de sa mauritanité, chacun trouve ses droits de manière juste et équitable. Et d'ailleurs, quand le président a demandé récemment à ce que l'administration soit proche des citoyens, et à ce que les citoyens trouvent ses droits dans la dignité, et trouvent les prestations dans la dignité, c'était un appel à cela, c'est d'éviter de faire de la discrimination, d'éviter de faire du favoritisme, d'éviter de traiter les gens en fonction de l'agenda ou du soutien que chacun a. En fait, les problèmes qu'il y a, ce sont des problèmes qui peuvent être réglés avec une forte volonté politique, mais aussi avec un suivi qui est fort, et avec une évaluation permanente des avancées et des reculs et aussi avec des mesures qu'il faut prendre, parce que parfois on ne peut pas faire une omelette sans casser d'œufs. Le temps imparti doit toucher à sa fin. J'aimerais bien vous donner un dernier mot pour finir cette Et moi je pense qu'aujourd'hui nous avons discuté d'un sujet extrêmement important. Important, pas parce qu'il contribue un peu à améliorer la vie des gens, mais c'est un sujet qu'il faut combattre, c'est un sujet qu'il ne faut pas laisser se propager, c'est le cancer. Et de mon point de vue, comme nous l'avons dit, il y a plusieurs leviers. Il faut essayer de voir toutes les sources de frustration, celles qui sont objectives, en tout cas les injustices, les inégalités. Ça permet, etc., de régler beaucoup de problèmes. Mais, à mon avis, également, il y a le volet réglementaire, législation, sanctions. Je pense qu'un État également doit garantir la protection des citoyens et que quelqu'un qui prend la liberté un peu d'insulter les gens ou de les stigmatiser doit donc en assumer les conséquences. Et donc, de ce point de vue, je pense que, encore une fois, l'État doit veiller de façon très rigoureuse parce qu'en fait, notre force, c'est notre cohésion nationale. Le jour où on la perdra, mais malheureusement, on va perdre tous nos atouts et toute la valeur ajoutée qui en découle. Donc, encore une fois, il faudrait que toutes les têtes qui sortent un peu pour stigmatiser puissent être combattues de façon tout à fait rigoureuse. Moi, je pense que j'avance dans le même sens. On demande de faire un appel à l'État d'être un peu rigoureux dans l'applicabilité des textes. Parce que quand il n'y a pas une applicabilité des textes, les textes ne suffisent. Il faut l'applicabilité. Puisque l'applicabilité, c'est la correction, c'est l'orientation, c'est l'éducation du citoyen. Ce n'est pas seulement la sanction, c'est aussi l'éducation, l'orientation et l'éducation du citoyen. Deuxièmement, je dis au peuple, à la société, de faire un effort, d'essayer de mettre bout et hors les gens qui portent le discours haineux. Voilà. Parce qu'il ne doit pas trouver refuge dans la société. Parce qu'il porte un virus dangereux qu'il faut abattre. Donc, je crois que la société doit essayer de se resserrer par rapport à ce porteur de virus dangereux. Parce que le discours haineux, c'est comme le disait un auteur, si quelqu'un porte une mauvaise idée, une personne porte une mauvaise idée, elle devient un animal dangereux qu'il faut abattre. Je crois encore, dans ce sens,
qu'il faut essayer de dire aux gens, des citoyens, comme disait Berkeley, être, c'est être perçu. Qu'est-ce que ces gens-là, les porteurs de ces discours, qu'est-ce qu'ils ont avancé pour ce peuple, pour ces citoyens? Être, c'est être perçu. Je vous remercie. En fait, c'est un peu sensible quand on... bon, c'est tout à fait normal à ce qu'il y ait une demande à ce qu'on sévisse contre des discours haineux, stigmatisants, voilà, des discours qui fait de la calomnie, qui fait de la diffamation. C'est normal, surtout le discours parmi eux qui peut constituer une menace à la cohésion, qui peut être à l'origine, voilà, qui peut évoluer de la violence verbale à la violence physique et qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur tout un pays. On a vu un pays comme le Rwanda, il est parti en fumée uniquement à cause de l'effet de Radio 1000 collines. Mais aussi, il y a un aspect qui est très important, c'est que chaque fois qu'on sévit contre la violence verbale en ligne, il y a quelque part au niveau international des critiques qui te sont adressées comme quoi tu t'es attaqué à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Ça te pose de sérieux problèmes. Alors que l'auteur du délit se transforme en héros, se transforme en victime de la justice. Et ça aussi, on peut lutter contre ça aussi en développant au niveau de nos médias publics, au niveau de nos médias privés, et au niveau même de nos influenceurs sur les réseaux sociaux, des contenus qui attirent, des contenus qui éduquent, des contenus qui réagissent aux allégations mensongères. Ça aussi, c'est une approche au niveau de la communication, tout simplement, en plus évidemment de l'approche politique et économique. Je crois que j'ai beaucoup parlé ce soir. Je vais laisser la conclusion. Non, j'espère qu'on a fait le tour de la question. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Fall Guissali, économiste, Maître Mohamed Oulardav, avocat, et M. Isselmou Salihi, journaliste, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction, particulièrement Madani Dramé pour la réalisation de cette émission et les caméramans ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom Sur. Au revoir.